Salwete Kondiskipuli. Je me demandais, qui est le plus grand monarque que la France ait connu selon vous? Alors oui, évidemment, les puristes vont me répondre lui. Mais les autres diront Louis XIV, évidemment. Le plus long règne de France, un des plus longs d'Europe, son absolutisme parfaitement mis en place, ses nombreuses guerres pour affirmer sa puissance, etc., etc. Ce qui est marrant, c'est que toutes les monarchies ont toutes plus ou moins eu leur Louis XIV. La reine Victoria, au Royaume-Uni par exemple, ou encore le grand Charles Quint en Espagne. Mais j'ai eu envie de vous proposer aujourd'hui de nous pencher sur deux monarques tout aussi prestigieux, mais pas forcément aussi connus en France. Le tsar Pierre le Grand pour commencer, puis l'empereur Ming Yongle en Chine. Allez, c'est parti. On commence avec un pays et une histoire qui me fascinent, la Russie, et particulièrement le bâtisseur de la monarchie tsariste, Pierre Ier dit le Grand. Je pense qu'on peut pas faire plus explicite comme son nom. Pierre naît en 1672. À l'époque, son père, Alexis Ier, installe la dynastie Romanov sur le trône de Russie, dynastie mise en place par son père Michel Ier, qui durera 3 siècles jusqu'au renversement du tsar par la révolution de 1917 qu'on connaît tous. Alexis meurt en 1676. C'est donc son fils aîné, Fiodor, qu'il a eu avec sa première femme, Maria Miloslavskaïna, qui monte sur le trône. Fiodor, c'est le demi-frère de Pierre, ce dernier étant né de la deuxième femme de son père, Natalia Narychkina. Il faut savoir que les deux épouses viennent toutes deux de familles nobles qui se battent pour accéder aux hautes sphères du royaume. Manque de bol pour Fiodor, il meurt très jeune en 1682. Pierre accède donc au trône, mais des troubles de succession éclatent. On va pas les détailler ici, mais en gros, c'est toujours à cause des deux familles nobles dont on vient de parler. Ainsi donc, dans un contexte d'apaisement, on décide de faire co-régner Pierre avec son autre demi-frère, Ivan, pour calmer les ardeurs des deux familles nobles. C'est le seul cas de l'histoire de Russie où deux monarques vont co-régner ensemble. Étant donné que Pierre est âgé de seulement 10 ans, c'est sa demi-sœur Sophie qui prend la régence jusqu'à sa majorité. Et ce sera surtout lui qui gouvernera, son demi-frère Ivan étant jugé inapte à gouverner, notamment parce qu'il était aveugle. Vient ensuite 1696, puisque c'est le moment où Ivan meurt. Pierre Ier gouverne donc seul, la régente Sophie étant de plus en plus écartée suite au rôle douteux qu'elle a joué lors des troubles de succession dont on vient de parler. Pour la première action de son règne, Pierre décide d'entreprendre un grand voyage en Europe, principalement pour nouer des alliances, mais surtout pour apprendre le fonctionnement de toutes les monarchies autour de son pays. Il se servira de ce voyage pour profondément réformer ses institutions, et particulièrement l'armée. Malheureusement, ce voyage est écourté par les différentes révoltes menées par la famille de la régente Sophie, bien décidée à écarter le tsar beaucoup trop libertin vis-à-vis d'elle. Il devait quand même y avoir un sacré climat de paranoïa. Pour vous donner une idée, Pierre enferme sa première femme, dont il accuse de jouer un rôle dans les complots contre lui, c'est pour dire. Bref, alors qu'il met en place sa monarchie absolue, Pierre lance une grande guerre contre l'empire suédois voisin en 1700, grâce aux récentes alliances qu'il a formées. Le conflit durera 20 ans, et montrera que la Russie est désormais un sacré client en Europe si jamais on veut lui faire la guerre, et ce, aux dépens de la Suède, qui occupait un de ses rôles jusque-là. Pierre le Grand est carrément sacré empereur de toutes les Russies en 1721, c'est pour dire à quel point il en pèse un axe. Si Pierre le Grand a sa place ici, c'est parce que jusqu'à sa mort en 1725, il jette les bases de l'empire russe moderne, réformant le rouble, la monnaie nationale, en introduisant définitivement l'alphabet cyrillique, mais surtout en établissant sa capitale à Saint-Pétersbourg, où il créera des académies. Tout ça, ça peut paraître très simple, mais de telles réformes, c'est la base pour la pérennisation de son empire. Une monnaie stable, pour le commerce, une langue ancrée, pour communiquer et faire rassembler l'ensemble de ses sujets, et des savants formés dans les académies pour assurer la diplomatie avec les monarchies voisines. On enchaîne avec un des plus célèbres empereurs de Chine, Ming Yongle. Oui, Ming, le nom de sa dynastie devant son nom d'usage Yongle, sachant que son nom de base c'était Zudi. Mais pour faire simple, on va juste dire Yongle. Né en 1360, Yongle de base c'est un prince de la région du Yan, et on peut dire que le mec, il n'a pas rien à faire. En fait, son père, l'empereur Hongwu, il renverse l'empereur chinois précédent, mettant fin à la dynastie mongole sur la Chine. Dynastie mise en place par le grand Genghis Khan dont vous avez sûrement entendu parler. Du coup, Yongle, il passe quand même ses premières années actives à taper sur des Mongols. Ensuite, à l'aube du XIVe siècle, Hongwu meurt. Il désigne son petit-fils et neveu du Yongle, Jianwen, héritier. Yongle, on l'imagine, la bien mauvaise, du coup, il prend la tête de la révolte des turbans rouges, et il renverse Jianwen pour se proclamer empereur de Chine. Bon, se proclamer empereur c'est bien, mais la plupart du temps, pour légitimer sa position, il faut casser des bouches. Ainsi donc, Yongle passera son long règne de 22 ans à centraliser et profondément asseoir son pouvoir, causant au passage la mort de plusieurs milliers de personnes. Il est indissociable des grandes expéditions maritimes avec l'amiral Zheng He,
Ces expéditions avaient pour but d'établir des connexions pérennes entre l'Empire et les royaumes aux alentours, faisant émerger la culture et la puissance chinoise. Hard power, soft power, pour ceux qui se souviennent. Côté militaire, Yongle craint profondément les Mongols, qui je le rappelle ont été virés du trône un peu avant. Il établit ainsi sa capitale à Pékin, pour surveiller les steppes du nord et renforcer la célèbre grande muraille de Chine. Enfin, c'est aussi sous Yongle qu'est initiée la célèbre cité interdite. Je dis bien initiée, car, comme la muraille de Chine, la cité interdite c'est une construction séculaire, mais on peut dire que les plans initiaux furent demandés par l'empereur. Yongle meurt en 1424. Comme on l'a vu avec Pierre Ier, il jette les bases de son empire et installe durablement sa dynastie, qui durera à peu près 300 ans, tout comme la dynastie Romanov. Regarder l'histoire grâce à ces monarques, c'est toujours quelque chose d'absolument génial. Et on a de la chance, dans l'histoire, il y a toujours eu énormément de monarchies. C'est pour cela que, bien évidemment, je vous invite à la découvrir par vous-même, il y a toujours des anecdotes croustillantes, je peux vous l'assurer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, vous pouvez penser au petit poliché sur Zoom, et si ce n'est pas encore fait, vous abonner. La musique du jour était les Rhapsodies norvégiennes de Édouard Laloux. Et quant à moi, je n'ai pas oublié mes vieilles habitudes romaines, et je vous dis, saluete con discipuli.